Samedi 6 avril. C'est un printemps sans grâce. Les cerisiers en fleurs dans le ciel blanc. Blanc, bleu sale, bleu pâle, bleu sable. La neige en fondant, au loin, révèle des couches rosâtres, rose sale, bleu sale, rose sale. Tout est sale désormais. Une petite abeille rousse bourdonne discrètement dans le vrombissement des avions. On a froid mais on a chaud. Oui, c'est l'un des paradoxes. Le soleil blanc brûle. D'ailleurs, il me vient quelques idées à ce propos. Mais puisque je me suis installée dehors pour profiter du temps enfin clément, il suffit qu'une de ces plumes de glace dégage de devant le soleil pour que la lumière me brûle. Elle me brûle à travers mes vêtements, à travers le tissu épais de mon pantalon d'indigo. Alors je me dis effectivement, peut-être qu'il nous voile le soleil parce que le soleil est trop chaud. Enfin, il y aurait plusieurs raisons bien évidemment, mais peut-être que nous brûlerions tous et les récoltes avec. Alors, entre les bourgeons qui n'arrivent pas à s'ouvrir et les plantes qui n'arrivent pas à mûrir véritablement, et celles qui brûleraient totalement, c'est un équilibre délicat. J'entends un bruit de cloche qui sonne. Non pas la cloche du village, elle a déjà sonné. Un peu constant, ce n'est pas la cloche d'une vache non plus, elle est beaucoup trop profonde et trop bien timbrée. Il y a quelque chose qui teinte dans le vent, ou sur lequel un voisin tape. Oui, il y a des voisins, ils sont là, pour la fin de semaine bien sûr. C'était si bon, tout ce temps à l'écart, avec personne au village, enfin que dans les bars, personne qu'on ne fréquente pas. Il vaut mieux pas parfois. Et là, quand ils vont tous revenir, et les randonneurs en habits dédiés, je me demande, quand on va les voir passer les uns après les autres comme ça, l'ambiance ne sera sans doute plus la même. Serais-je devenue si misanthrope ? Pas vraiment, mais il est devenu difficile d'entrer en contact véritablement avec nos semblables, tel ce troupeau de jeunes dégenrés, enfin jeunes et relatifs bien évidemment, qui s'étaient pointés aux abords du campement vers la Noël. Ils avaient dû passer la Noël par là, pas le jour de l'an, mais ils étaient venus au village, dont un en kilt. Ah, pas en kilt façon traditionnelle, non, avec des chaussures de sport, enfin, un gars qui ressemblait à rien. Ah, mais qu'est-ce que vous faites Ah, mais c'est quoi votre projet avec des termes empruntés à la rhétorique d'entreprise, je dirais. On parle vraiment pas le même langage. Terrible. Ceux-là, on s'en passerait volontiers. Des troupeaux de jeunes puceaux, comme les appelle au WAO. Ouais, puceaux de la nature, puceaux de la vie, puceaux mentaux. Alors oui, peut-être qu'on nous voile le soleil pour nous éviter le pire. Et si le soleil est une technologie qui se déglingue, puisque tout est anthropique, puisque tout moteur de bagnole atteint son point limite, 400 000, 500 000, 600 000, selon les modèles, selon les années modèles. Et là, alors, on est au soleil, année modèle quoi? Il va nous tenir 26 000 ans celui-là ou pas? Et si le soleil n'est pas le soleil, mais le reflet du soleil noir, le reflet d'une autre chose, de cette autre chose que nous ne pouvons pas voir. Ce reflet électromagnétique, ce point chaud électromagnétique, ce rien du tout qui brûle. Eh bien, peut-être qu'il arrive à sa fin, non pas la fin du soleil dans des milliards d'années qui va exploser tout en implosant, en dégommant les dinosaures, non. Mais ce soleil-là, cette petite mécanique céleste technologique à durée limitée, vous vous souvenez, obsolescence programmée ? Eh bien le soleil aussi, tout notre monde tient sous un verre de montre qu'on appelle le dôme. Notre monde est plat et mécanique, rotatif, incrémenté. Tic-tac, 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 tic-tac. Et ça prend du retard ou ça accélère. Manifestement, le temps ici ne serait pas non plus totalement linéaire.
C'est pour ça que des fois on se sent un peu bizarre. Mais comme pour se rendre compte du temps, il faut un élément extérieur et que nous sommes à l'intérieur du système, par définition, nous ne pouvons pas nous rendre compte quand le temps accélère ou décélère. Pour cela, il faudrait un observateur en dehors du système, en dehors du verre de montre, peut-être comme le sont les alliés de l'humanité qui campent au bord de nos rivages. Peut-être nous regarde-t-il à travers ce verre de montre un peu fêlé. Peut-être que le temps n'est pas le même partout, y compris dans le plan de la matière. On nous avait expliqué que certains monuments tels les pyramides, surtout celle de Gizeh la plus grande, modifient le temps, que le temps s'écoule plus lentement aux abords de la pyramide que plus loin. Oui, c'est certainement discutable, mais peut-être qu'il y a une vérité là-dedans, puisque ces monuments, entre guillemets, sont des perturbateurs énergétiques. Ça, je l'ai lu ailleurs. On peut détecter leur présence, en tout cas les extralucides, clairsentients, clairvoyants, peuvent déceler la présence de pyramides petites ou grandes, enfouies, parce qu'elles sont des perturbateurs des champs énergétiques. Donc leur but est d'être des perturbateurs de champs énergétiques. Ça, ce sont des informations recoupées, c'est pas des informations que j'ai trouvées telles quelles. Personne ne dit jamais ça. Oh, c'est puissant une pyramide. Oui, c'est puissant, ça puisse, en effet. Ça pulse. Mais est-ce que c'est pas encore un capteur, une antenne? Ça prend de la base, toute l'énergie tellurique, et poum, ça la redirige, ça la focalise en un point. Peut-être aussi que c'est une antenne qui sert ça marche dans les deux sens, donc qui sert avec son point, son sommet de pyramidion, sert à capter une forme d'énergie éthérique et la redistribue sur le plan de la Terre, qui est toujours représenté par un carré. Oui, le plan de la matière, le plan de la Terre est un carré. Ce qui se trouve dans notre monde ou ce qui symbolise notre monde est un cercle. Ce sont des petites nuances. On trouve aussi le carré dans le cercle. Le carré dans le cercle, dans un carré, dans un cercle, etc. Mais symboliquement, énergétiquement, le 4, c'est la matière. C'est le plan de la Terre, planétaire. Notre planète est carrée. Oui, le cube quantique d'un de ces chercheurs inspirés aux inspirations, indétectables. Nous sommes chacun dans notre cube quantique et les lois de la perspective sont en fait déterminées par le fait que devant nous, au-dessus, sur les côtés et en bas, nous n'avons pas une face, mais un sommet d'arête. Et vu comme ça, c'est pas bête du tout, ça explique très bien pourquoi le point focal où qu'on regarde est une convergence. Convergence entre le plan de l'horizon et notre plan vertical, enfin, ce que nous avons devant les yeux à chaque fois que nous nous mouvons, que nous tournons les yeux, c'est le point focal du sommet des arêtes. Donc 1, 2, 3, 4 arêtes, et non pas une face. Mais qu'importe. Les oiseaux chantent, les petites choses butinent dans un souffle de vent. Et du vent, il y en a ici. Il y en a souvent beaucoup, par rafale. Il y a plusieurs personnes d'ici, des natifs, qui nous ont dit qu'avant il n'y avait pas de vent. C'est nouveau le vent. Une restauratrice a fait installer une terrasse. Enfin, plus exactement, elle a fermé sa terrasse. Parce qu'avant, c'était possible. Sa grand-mère, qui tenait le restaurant au même endroit, dans leur petite maison d'un village de montagne, avait prévu de longue date cette terrasse qu'elle n'a jamais pu faire. Alors la petite fille a fait la terrasse. Mais le temps avait passé et les lois climatiques avaient changé. Et la terrasse ne suffit plus. Elle est trop vantée. Trop vantée pour recevoir des gens qui viennent déjeuner ou dîner. Alors elle a fermé la terrasse. C'est une baie vitrée. C'est pas désagréable, mais c'est plus la même chose. Ça n'est plus la même énergie. En tout cas, ce vent du temps de sa grand-mère n'existait pas. Du temps de ses premiers projets de terrasse n'existait pas non plus. Quelque chose change. Le vent est une perturbation, le vent est une différence de pression entre deux lieux. Une différence de pression, on pourrait presque dire une différence de potentiel, qui crée un mouvement de type perturbation. D'ailleurs, dans l'énergétique chinoise, le vent, l'énergie vent, est appelée perverse. Et les énergies perverses, c'est celles qui font tomber malade, déclenchent les maladies.
déclenche le déséquilibre qui va se manifester par une maladie suivant le terrain de chaque individu. Le pervers froid, le pervers sec, le pervers vent. Le vent, ça rend fou, non? Les journées interminables de tramontane. Les journées, que dis-je, les semaines. Le vent, ça rend fou. Cette absence de ciel bleu nous désespère. Alors il en faut du courage, n'est-ce pas? C'est un printemps sans grâce, un printemps sans joie. Quand j'ai besoin de cette couleur jaune solaire, je regarde les petites pensées. Oui, les fleurs que j'ai mis en terre que j'ai transplantées dans une petite boîte de conserve. Oui, une boîte de conserve industrielle, débarrassée de son enveloppe de papier. C'est un bel objet finalement. Un objet industriel, mais un bel objet très bien conçu, qui passe les époques d'ailleurs, et qui se fait tout à fait oublier. Cette surface cannelée, inoxydable, enfin oxydable à terme, d'ailleurs c'est très joli. Et cette petite pensée, là, il y en a une qui me regarde à travers la fenêtre. Sa petite langue et ses joues sont jaunes, veinées de violet, et ses deux oreilles du haut sont de ce violet prune foncé, très joli dans ce feuillage vert. Et celle-là qui me regarde à travers la fenêtre, eh bien, naturellement, ses pétales sont légèrement transparents, translucides devrais-je dire. La lumière passe. C'est une couleur fantastique, fabuleuse. La couleur ne passe pas au travers des pétales violets. Ou alors ces deux pétales-là sont dans l'ombre, comme c'est bien fait. Ce jaune doré, ce jaune orangé, ce jaune solaire, il n'y a plus que les fleurs qui nous le donnent. Les pissenlits, le petit soleil de la prairie. Mais si nous comparons ces fleurs jaunes, d'un jaune éclatant, d'un jaune d'œuf, d'un jaune proprement solaire au soleil, c'est que le soleil a été jaune. Il ne l'est plus jamais. Il ne l'est plus du tout. Alors que parfois la lune l'est. La lune est jaune. La lune est dorée. La lune est orangée. Parfois au lever. Parfois toute la nuit. Est-ce aussi une mécanique céleste? Est-ce aussi un réglage de colorimétrie dans la balance des couleurs de ce système technologique? Est-ce prévu de longue date? Cela arrive-t-il de soi? Ou y a-t-il des contrôleurs en colorimétrie? Nous devons reparler de la lumière blanche, de la lumière bleue, de l'absence de lumière, de ce que sont vraiment les ténèbres. Et nous ne trouvons pas le moyen de nous entendre. J'enregistre certains de ces éditos l'un après l'autre, sans savoir quand je pourrais les mettre en ligne, sans savoir si je pourrais les mettre en ligne. L'offensive contre nous se précise, censure passive, défaillance technologique, dans un système de plus en plus technologique. C'est peut-être qu'on se moque de nous. C'est peut-être qu'on nous jette à la face que nous sommes devenus indésirables dans notre propre monde. Mais bien sûr, ce n'est pas notre monde. Autour des fêtes de Pâques, nous avons eu un florilège. Ici en tout cas, ici, ce que nous avons pu observer, vu d'ici, et tout le monde n'a pas pu observer la même chose. Notre réalité n'est pas la même partout. Même notre réalité n'est pas la même d'une personne à l'autre, en subissant les mêmes événements. Mais je vois bien que, selon les endroits, ce petit saupoudrage d'événements différents et contradictoires a pour but de nous faire perdre nos repères. Oui, c'est normal qu'on ait un temps différent dans un coin et dans l'autre. Oui, c'est normal. Qu'il pleuve en Bretagne, qu'il fasse beau en Anjou, et venteux dans les Pyrénées, chute de neige dans les Alpes, température au-delà des moyennes saisonnières, qu'importe. Nous avons toujours considéré ça comme normal. Alors, quel temps il fait chez vous? Et ma mémé répondait. Il faisait souvent plus gris et plus froid en hiver. Mais le temps qu'il fait, nous voyons bien qu'il n'est pas naturel.
Nous avons pu corréler les événements climatiques ou pseudo-climatiques à ces passages extrêmes, intenses, intensifs, constants, abusifs, dans le ciel au-dessus de là où nous sommes, sous forme de quadrillage, sous forme de choses difficiles à ne pas voir pour celui qui regarde. Alors le temps qu'il fait ici ou là, grand ciel bleu ou ciel couvert, ciel de traîne après ces passages incessants, le temps qu'il fait dans telle ou telle région n'a plus rien de naturel. C'est ça la nouvelle réalité. Ce n'est pas que cela a lieu, c'est que nous nous en rendons compte. Alors c'est tout un art de continuer à voir, sans se désespérer, sans espérer non plus, sans espérer que quelque chose de meilleur va se produire. Ici même, rien de meilleur ne se produira sans nous. Et quand je dis sans nous, ce n'est pas dans le monde, c'est à l'intérieur de nous. Le changement de réalité n'est pas quelque chose à attendre de l'extérieur comme l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église n'est pas pour les lâches, les tièdes, les fainéants, les laxistes, les naïfs. L'enlèvement de l'Église se produit certainement un par un, selon le niveau d'élévation, d'engagement et de courage de chacun au moment donné. Quand je repense à certaines de ces personnes qui sont parties avant que le déclenchement des hostilités de la nouvelle réalité ne commence, je me dis que cela n'était pas fait pour affronter une telle réalité, une telle déliquescence des rapports humains, une telle dégradation sous leurs yeux de ce qu'ils avaient pris pour la nature ou pour la campagne, bref, de ce qui avait été pour certains toute leur vie, tout leur engagement, toute leur joie, tout leur espoir. Leur énergie correspondait à quelque chose qui pouvait encore être vécu et ne peut plus maintenant. Et nous qui sommes là, nous sommes venus pour ce passage. Nous avons peut-être été enseignés par ces gens de la nature, de la campagne, ces gens pleins de sagesse, qui ont préféré partir avant, qui avaient peut-être pour mission de nous préparer à ce qui s'en vient, mais qui n'avaient pas pour mission de le supporter eux-mêmes. Je pense à tous ces gens et je me dis que leur âme savait et qu'il n'était pas question qu'ils aillent plus loin. Il ne leur a pas été imposé de faire face à une telle désespérance, parce que leur mission n'était pas de traverser ce grand désert de ténèbres, où, en apparence, tout est normal. Tout est normal. Tout est normal. C'est à nous qu'il appartient de traverser ce no man's land. C'est à nous qu'il appartient de nous réveiller et de mettre à jour mettre à jour et initialiser est une expression qui a tellement cours à présent. Il faut toujours tout mettre à jour. Il n'y a plus de pérennité, il n'y a que ce changement brutal, artificiel, obligé vers toujours plus. C'est à nous qu'il appartient de mettre au jour les mensonges ultimes sur notre réalité. Qu'est-ce que c'est que la Terre ? Que le plan de la Terre ? Qu'est-ce que c'est que le monde ? Qui dirige le monde ? Pas le contenu du monde, la vraie nature du monde. Quelle est notre place dans tout ceci ? Pourquoi sommes-nous arrivés jusqu'ici ? Que devons-nous y faire ? Quelle est notre part de création dans la réalité ? Et surtout avant tout, toujours et encore, qu'est-ce que la réalité ?